Madame la ministre, les mutilations génitales féminines, notamment l'excision, continuent encore dans notre pays. Quelles sont les mesures prises par vos départements pour lutter contre ces pratiques ancestrales? Merci beaucoup. Comme vous venez de dire, les pratiques ancestrales, c'est très difficile de se défaire de quelque chose qu'on a pratiqué pendant des centaines d'années. Mais avec l'évolution du monde, on est obligé de s'aligner. Et il y a un slogan très logique qui dit que la tradition, elle est faite pour nous. Quand elle s'applique contre nous, nous devons la refuser, progresser et ne pas accepter de se taire. C'est pourquoi la stratégie chez nous, c'est une stratégie de communication, une stratégie de formation, mais surtout une stratégie de sensibilisation. Et dans ces trois stratégies que nous avons voulu adopter, nous avons tenu compte du facteur transversal même du problème pour dire qu'en tant que département de la promotion de la femme, seuls nous ne pouvons pas résoudre le problème. Il faut faire impliquer les autres secteurs, tels que le secrétariat général des affaires religieuses et le ministère de la Justice, et pour dire le droit, qu'est-ce que ça fait quand une femme subit ces phénomènes ou bien une fille subit, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qui lui est fait, parce que c'est vraiment une violation flagrante des droits de la femme. Je ne dirais pas la plus grande violation, mais c'est une violation flagrante. Parce que si nous mesurons les conséquences de ces phénomènes, c'est une atteinte à l'intégrité physique même de la femme. Nous avons pensé aussi impliquer les ministères d'enseignement pour que les cours de mutilation soient introduits dans le curriculum scolaire. Et on n'a pas oublié aussi les ONG. On a fait appel aux ONG et les organisations de la société civile, les leaders d'opinion et le ministère de la Santé aussi est impliqué. Toutes ces couches, tous ces services pour donner une dimension nationale de la lutte, pour détailler au niveau le plus élevé les conséquences que les mutilations génitales peuvent avoir sur l'avenir même de la fille. Parce que quand on dit promotion de la femme, autonomisation de la femme, tout ça n'est possible que quand la femme est en parfaite santé. Et aujourd'hui, toute la Guinée embrasse la réponse contre l'Ebola. L'Ebola, les conséquences, c'est tout de suite, mais les mutilations à long terme sont plus dangereuses que l'Ebola. Donc l'autre défi que nous remarquons, ce sont les mariages précoces des jeunes filles dans notre pays. Et avec la polygamie, les pratiques culturelles dans notre pays, comment comptez-vous relever, ou bien comment déjà vous avez fait pour relever ce défi, pour protéger les jeunes filles? Je pense que ça va dans le même sens que les mutilations génitales féminines, toute une violation des droits de la femme. Et quand on prend le niveau de vie de la population, la pauvreté accrue, et quand nous prenons le niveau intellectuel même de la population, le taux d'alphabétisation de la population, je pense qu'il faut d'abord privilégier la formation. Quand les gens sont formés, sont autonomes, et elles ont vraiment, les femmes ont vraiment la possibilité de connaître leurs droits même. On peut défendre quelque chose qu'on connaît. Vous faites pour la fille guinéenne en général, et c'est mon papa qui l'a dit je dois obéir, c'est ma mère qui l'a dit je dois obéir. Et pour le papa, c'est mon père qui me propose. Ce n'est même pas le père de la fille qui propose la fille en mariage, mais c'est le grand-père de la fille qui est là pour proposer la fille en mariage. Donc s'il y a une certaine formation, une certaine information, une certaine éducation, on réussit à élever le taux de scolarisation, à fidéliser les filles dans les écoles, à introduire même les cours de sexualité dans le curriculum scolaire pour informer réellement, pour édifier les filles. Je pense qu'on peut avoir un chiffre très considérable et ça peut nous permettre de lutter vraiment contre la pauvreté, étant donné que les femmes constituent plus de la moitié de la population. Il y a un phénomène aussi que nous remarquons chez nous, par exemple les jeunes filles qui tombent enceintes hors mariage, elles sont le plus souvent rejetées de la famille. Est-ce que vous avez des projets pour gérer cette situation aussi? Je pense que rejeter une fille quand elle tombe enceinte, je peux dire que c'est des sanctions. Au lieu de prendre des sanctions, il faut prévenir. C'est pourquoi nous prenons les sanctions. Il faut éduquer les filles, il faut encadrer les filles. Aujourd'hui, les parents ont démissionné. On pense que c'est l'État qui doit tout faire. On voit les pères de famille, la petite fille, elle peut sortir en culotte, en slip, en mini-jupe. Le papa ne dit rien. Elle peut sortir la nuit, revenir le matin. Le papa ne dit rien. C'est quand elle tombe enceinte maintenant, le papa est là pour assumer sa responsabilité. Je pense que la prévention
vaut mieux que la correction. Donc nous sommes dans le dynamisme de la prévention, de l'éducation, de sensibilisation, tout ce qui concourt à la protection de la petite fille, de la femme en général. Ça ne peut pas aller aujourd'hui sans l'information, sans la communication et sans la formation. Donc c'est ce que nous adoptons. C'est pourquoi au niveau des écoles avant, l'État était très violent. Quand une fille tombait enceinte, elle n'avait plus droit à l'école. Mais aujourd'hui, quand une fille est enceinte, elle est acceptée non seulement à l'école, mais elle peut même bénéficier des conseils dérogatoires pour lui permettre de mener à terme sa grossesse et puis revenir à l'école. Donc l'association des parents d'élèves installés dans toutes les écoles prévoit ces conditions comme ça pour protéger les filles qui tombent enceintes. Mais la meilleure des solutions, c'est d'éviter qu'elles tombent enceintes. C'est pourquoi au niveau du ministère de la Santé, il y a un service qui est créé qui fait uniquement les consultations pour les filles. Donc, où les filles peuvent aller se confier, où elles peuvent aller se planifier, où elles n'ont pas la chance de rencontrer un parent. Parce que si la fille, pour venir dans un centre de santé, pense qu'elle peut rencontrer sa tante, sa mère ou son oncle qui va lui demander pourquoi tu es venu ici, elle peut hésiter de partir. Mais si elle sait que là où elle va, c'est uniquement pour les filles, elle ne rencontrera que ses copines qui partagent leurs problèmes avec elle, elle est plus ouverte et elle est plus engagée à dévoiler son problème et tout de suite la solution est trouvée. Donc les cours de planification familiale, avant, dans les écoles, on parlait de la sexualité au niveau des lycées et de l'université. Mais aujourd'hui, même à partir du collège, on parle du sexe avec les petites filles. Donc tout ça, c'est des avancées pour éviter le mariage, pour éviter les grossesses non désirées et refuser qu'un enfant soit rejeté par sa famille. Non seulement les parents doivent prendre leurs responsabilités, mais l'État aussi est en train de s'engager dans une dynamique de prévention et de correction. Merci. Donc notre pays est très affecté par le virus Ebola, donc c'est ce qui fait l'actualité. Cette maladie a fait beaucoup d'orphelins, du côté de la Guinée aussi, comme les autres pays aussi touchés. Quelles sont les mesures prises au niveau de votre département pour aider ces enfants vulnérables? Bon, d'abord, il y a au niveau national une commission qui est installée au ministère de l'économie et des finances pour étudier les conséquences de l'Ebola dans toute sa dimension. Pas conséquences sanitaires, pas conséquences économiques, mais conséquences sociales aussi par rapport à la fièvre hémorragique Ebola. Et dans cette commission, il y a tous les départements sectoriels qui sont présents.